où on traverse les grandes étapes de la réalisation du projet. Donc pour toutes ces raisons, et je ne fais qu'apporter des exemples, mais chacun de ces exemples pourra en amener d'autres, pour toutes ces raisons, vous comprenez que la Malchut, donc, a un statut extrêmement particulier, extrêmement spécial, qui fait que toutes les forces se concentrent sur elle. C'est pour ça que si la Malchut arrive à s'en sortir, si la Malchut arrive à briller et à réaliser le projet, ce n'est rien d'autre que la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle, de tous les attributs divins, le maître du monde a choisi de décrire la délivrance par l'attribut de la royauté. Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Parce que justement, si la Malchut arrive à se dévoiler, à ce moment-là, ça prouve que le plus terrible des combats a été mené et on en est sorti victorieux. C'est le combat que doit mener la Malchut. Vous comprenez aussi à titre d'exemple et d'interprétation par rapport à nous aujourd'hui, et après on va continuer encore un petit peu le cours, que notre génération, qui est manifestement une génération qui appartient à quel attribut? De la royauté, par définition, puisqu'on est en pleine, pas reconstruction, mais on est en pleine réalisation, on est en fin d'histoire, on est déjà à l'époque du retour, à l'époque où se réalisent toutes les promesses, toutes les prophéties qui datent de millénaires. C'est la raison pour laquelle notre génération est une génération extrêmement particulière. C'est la raison pour laquelle notre génération est confrontée à des combats qui sont véritablement des combats de vie ou de mort. Parce que chacune de nos batailles, c'est pas comme le monde est habitué à se battre, mais ce sont des batailles desquelles on ne peut même pas se permettre une défaite. Tous les pays en guerre peuvent se permettre une défaite. C'est même devenu un proverbe. Perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Mais si Israël ne perd qu'une seule bataille, il a perdu la guerre. Comme on le sait, et on n'en dit pas plus, pour ne pas évoquer de mauvaises choses. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui plus que jamais à nouveau dans une situation de vie ou de mort. Il n'y a pas de juste milieu possible. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, les nations jouent un rôle plus que criminel dans leur volonté de voir le problème que nous avons aujourd'hui se résoudre selon le modèle connu chez les nations. On a bien fait la paix entre les Français et les Allemands, entre les Irlandais catholiques et les Irlandais protestants. Pourquoi y aurait-il pas la paix chez vous aussi? Pourquoi c'est profondément et intentionnellement criminel? Parce qu'ils veulent plaquer des modèles qui n'ont rien à voir avec notre problème. Les Allemands n'ont jamais voulu exterminer les Français. Et donc, les problèmes étaient différents et leurs solutions sont différentes. Mais nos voisins veulent nous exterminer. Donc si tu veux amener une référence qui n'est absolument pas appropriée pour résoudre un problème différent, la réponse que tu veux apporter est en soi la force destructive dont tu veux te servir. Et tout le monde sait que processus de paix, c'est le mot codé pour parler aujourd'hui proprement de solution finale. Parce que c'est effectivement la solution finale, quand il y aura la paix. Mais leur paix, on sait ce que ça signifie pour nous. Je continue un petit peu. J'ai évoqué le fait que, finalement, dans ce schéma des 6 et du 7e, il manque quelque chose de fondamental, qui sont les 3 premiers, puisque si je compare la Malchut à la naissance, la force du dévoilement qui amène donc toutes les forces de destruction, si je compare la Malchut au 10e mois, le mois de la naissance, alors comment se fait-il que l'on ne parle pas plus des 3 premiers? Parce qu'en vérité, il y a 9 étapes avant la 10e, et non 6. Et mes amis, vous savez quelque chose d'absolument extraordinaire, dans la mesure où le monde d'en bas n'est que le miroir du monde d'en haut. Dites-moi mes amis, une femme peut accoucher dans 2 mois, et l'accouchement est un accouchement tout à fait viable et normal. Une femme peut accoucher soit le 10e mois, soit le 7e mois. Nous avons des personnages célèbres, comme par hasard, qui sont nés le 7e mois. Et notre tradition s'empresse de dire, attention, il est né le 7e mois. Qui est le plus célèbre dans tout Moshe, bravo.
Moshe est né un 7e mois. Sa mère n'a été enceinte que 6 mois. Il est né le 7e mois. C'est pour ça qu'elle a pu le cacher après encore pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que les Égyptiens attendaient 9 mois, donc le 10e mois, depuis le jour où ils se sont mariés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'enfant est né le 7e mois. Donc il avait encore pour être caché le 7e mois, le 8e mois et une partie du 9e mois, du 10e mois, c'est-à-dire donc sur 3 mois. C'est le 3e mois, donc le 10e mois, d'après le compte des Égyptiens, qu'elle a dû le sortir de la maison. Donc, de là, nos maîtres apprennent, entre autres, parce qu'il y a d'autres traditions, comme quoi il est né le 7e mois. C'est intéressant. Mais regardez comment le monde d'en bas correspond au monde d'en haut. Parce qu'effectivement, la Malchut est des fois appelée dans la Kabbalah la 7e ou la 10e. Donnez-moi un endroit dans la Torah où elle est appelée la 7e, la Malchut, la Torah de Moshe. Où on trouve la Malchut en 7e position dans la Torah de Moshe? Le 7e jour de la semaine, Shabbat. Où trouve-t-on la Malchut en 10e position? Aussi dans la Torah de Moshe. La 10e parole de la création, qui est la création de qui? De Adam. L'homme a été créé en dernier. Ou le 10e commandement, peu importe. On trouve soit le chiffre 7, soit le chiffre 10. Cela signifie quoi? Ça veut dire que la Malchut peut apparaître soit après 6 étapes, soit après 9 étapes. Et quelle est la différence? Je vous laisse deviner. Le Mashiach naît le 7e mois ou le 10e mois? Il va naître le 10e mois, ne vous inquiétez pas. Avec une grossesse de 9 mois. Quelle est la différence? Effectivement, selon les structures expliquées par le Ari Akadosh, parfois, il dit que la Malchut est en 7e position, c'est-à-dire elle n'est précédée que par 6 attributs divins. L'exemple fondamental, 6 jours de semaine et le Shabbat. Et parfois, et voire même très souvent, le Ari Akadosh explique que la Malchut vient en 10e position, précédée par 9 sphirot qui sont, pour le dire en hébreu, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. 9 et la 10e Malchut. Alors pourquoi le maître du monde a-t-il voulu, et en haut et en bas, que la Malchut soit parfois en 7e position et des fois en 10e position? Pourquoi? Parce que ça va donner 2 types de libérateurs. Le libérateur de la 7e dimension et le libérateur de la 10e dimension. Bravo. Et quel est le modèle du libérateur de la 7e dimension? Moshe. Moshe a-t-il été le vrai libérateur? Non. Le début de la délivrance. Mais il n'est pas le vrai libérateur. Il est Manig, il n'est pas Goël. Il commence le processus de la libération. Il est Manig, il n'est pas Goël. Ou plutôt, si déjà je préfère dire, parce que c'est comme ça que c'est dit, il est Goël, il n'est pas Meler. Il est libérateur, mais il n'est pas roi. C'est-à-dire, Moshe commence à faire naître dans le monde la sphira de Malchut. Mais lui-même n'a pas toutes les forces suffisantes pour faire naître véritablement la Malchut. Il lui manque des forces. C'est ce à quoi fait allusion au fait qu'il n'a été précédé que par 6 mois de grossesse. Il manque 3 mois. Ce qui veut dire qu'il lui manque les étapes qui sont autant de forces nécessaires à la réalisation définitive. La différence fondamentale, après je vais décoder plus, entre un libérateur du type Moshe et un libérateur du type Mashiach, c'est qu'un libérateur du type Moshe ne possède pas toutes les forces nécessaires à la délivrance, et chez Moshe, ça sort merveilleusement dans le fait que même sa propre naissance n'était que le 7e mois et non le 10e, alors qu'un libérateur véritable possède toutes les forces de la délivrance, et donc est précédé par les 9 étapes de la gestation qui correspondent donc aux 9 mois, aux 9 attributs divins. Dit d'une autre manière, un libérateur du type Moshe n'a dans les mains que 6 forces, un libérateur du type Mashiach a entre ses mains 9 forces. Et c'est toute la différence.
Et pour bien nous faire comprendre qu'il y a deux types de naissance, deux types de libération, une naissance, libération qui n'est pas totale et une naissance, libération qui est totale, c'est pour ça que le maître du monde a créé la dimension féminine, la femme, de manière à ce qu'elle puisse enfanter soit le 7e mois, soit le 10e mois. C'est stam, des merveilles inimaginables qui nous montrent la correspondance, une fois de plus, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il manque? Fondamentalement, c'est quoi ces sphirotes qui manquent, qui empêchent Moshe d'être le vrai libérateur? Il lui manque les 3 premiers attributs qui sont Chochma, Bina et Da'at, Chabad. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle les sphirotes du cerveau. Aujourd'hui, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que ce sont des choses qui vont s'affiner avec la suite du texte, de voir où était la différence fondamentale entre la Malchoute de David et la Malchoute de Moshe. David qui appartient bien sûr à la dimension Mashiach, donc qui a toutes les forces, y compris les 3 qui manquaient à Moshe, Chochma, Bina, Da'at, tel que je l'ai expliqué. Mais c'est ce qu'on appelle les forces du cerveau. C'est-à-dire, on pourrait dire la connexion totale du cerveau avec Hachem. Vous me direz, mais Moshe n'avait pas ça? Alors je répondrai juste, parce que je ne fais surtout pas qu'on reste sur une erreur. Le Ari Kadosh explique que bien évidemment Moshe l'avait. Mais Moshe l'avait pour lui-même. Ce qui n'a pas pu passer, c'est connecter le peuple à cette dimension. La différence fondamentale, et là je précise, entre un libérateur du type David, ou plutôt Mashiach, et du type Moshe, c'est que Moshe avait bien sûr toutes les structures nécessaires, mais il est arrivé à connecter son peuple, sa génération, qu'aux 7 premières forces qu'il possédait sur les 10. Le Mashiach arrivera à connecter tout Israël à l'ensemble des 10 forces qui sont en lui. Il va connecter Israël au Chabad de sa propre âme. Tandis que Moshe, qui bien sûr avait Chochma, Bina et Da'at, n'est pas arrivé à connecter le peuple à ce niveau-là. Pas parce que Moshe était moins capable que le Mashiach, parce que tout simplement, c'était pas encore le temps, pour le dire d'une manière très très simple. Donc vous voyez qu'on a énormément avancé. Je pense que cette introduction est une introduction qui est capitale, qui est fondamentale pour bien structurer l'apparition de David dans l'histoire d'Israël. Je tiens à préciser malgré tout, parce que bien que c'est une chose qu'on l'on étudiera dans les faits, dans le texte que je vais préciser maintenant à titre d'introduction, on l'étudiera largement, mais je veux maintenant, pour ne pas rester sur une idée peut-être exagérée du personnage de David, je veux préciser certaines choses. Je vais dire quelque chose